D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Maintenant, l'idée même de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie a résulté de la conjonction de deux phénomènes. D'une part, il y a les États-Unis, dans lesquels l'exploitation du gaz de schiste a démarré il y a une bonne dizaine d'années, et cette exploitation commence à s'essouffler. Et surtout, les compagnies américaines qui exploitent le gaz de schiste ont profité à l'époque de la... Le gaz de schiste n'est pas la même chose que le gaz naturel. Le gaz naturel, un gisement de gaz naturel peut durer très longtemps. Un gisement de gaz de schiste, c'est une affaire de 2 ans au maximum, et donc c'est pendant 2 ans qu'il faut... Par puits, vous voulez dire? Non, pour le gisement lui-même. Oui. Et évidemment, pour augmenter la production, il faut encore forer. Il y a un certain nombre de pays qui ont été visés, dont l'Algérie. Et il y a eu toute une propagande qui a été faite par les compagnies américaines qui prétendaient que l'Algérie possédait des réserves énormes de gaz de schiste, que l'Algérie... Ce n'est pas le cas? Si, je dis, elles ont prétendu que l'Algérie avait donc des réserves énormes. C'était tout simplement le remake, je dirais, la répétition du scénario qui avait été adopté 7-8 ans auparavant, ou même une dizaine d'années auparavant, avec la révision de la loi sur les hydrocarbures, du temps où Chakib Khalil était ministre de l'énergie, et où on a échappé de peu à une loi scélérate qui mettait toutes les réserves pétrolières de l'Algérie au bradage systématique. Il y a quelques semaines, le président François Hollande s'est exprimé publiquement à l'opinion publique. Il a dit que personne ne peut affirmer que l'exploitation de la fracturation hydraulique ne comporte pas de risques énormes pour l'environnement et pour la santé des populations. Il a dit comme ça. Et il a dit, et à cet effet, j'ai donné instruction à sa ministre de l'écologie de rejeter, de refuser la demande de cette demande de groupes pétroliers qui ont demandé à exploiter le gaz de schiste qui est en capacité énorme en France. On nous dit que dans la seule région parisienne, selon une émission de M6 Capital, qu'il y aurait 100 milliards, c'est-à-dire c'est un chiffre complètement hallucinant, qu'il y aurait 100 milliards de barils de gaz et de pétrole de schiste dans le seul bassin de la Seine-et-Marne. Et donc le président a dit niet, il n'est pas question, et ils envoient leur groupe pétrolier faire du forcing pour donc mener ce projet à bien en Algérie. Il y a deux explications. La première, c'est qu'en France, les études ont été faites, surtout les études écologiques et sur l'environnement. Elles sont fouillées, elles sont précises, elles sont rendues publiques, et il n'y a aucun argument qui puisse être défendu devant une assemblée pour accepter le gaz de schiste. Donc c'est clair, un Français est nettement et clairement informé que c'est du poison pour lui. Oui. Et en plus, dans le gouvernement de M. Hollande, les Verts risquent de partir et de créer un problème politique si jamais il y avait cette décision. Donc pour cela, il n'y a pas de décision. Mais un deuxième problème que vous avez soulevé, c'est que les compagnies pétrolières, et je crois que M. Malti va en parler mieux que moi, vont avoir des problèmes d'argent et vont avoir des problèmes de crédit. Parce qu'avec les prix du pétrole actuel, c'est douteux qu'il y ait des banques qui puissent accepter de financer du gaz de schiste, en plus des risques d'environnement. Il y a des pays qui peuvent tout faire, qui pouvaient tout faire, parce qu'ils avaient de l'argent, je parle maintenant au passé, je ne parle plus au présent, et ces pays-là ne sont pas contrôlés, et ils peuvent donner du crédit même à quelqu'un qui est en déficit. Et l'Algérie est considérée comme le pays modèle par Total pour faire ça. Alors, je m'excuse. Vous vouliez dire quelque chose, Sébastien ? Avec en plus le fait que
pour ce gaz de schiste qui existerait en France sera mis en exploitation un jour ou l'autre. Mais il sera mis en exploitation le jour où les compagnies maîtriseront la technologie nécessaire qui ne sera pas dangereuse pour le... C'est-à-dire une autre méthode que celle de la fracturation hydraulique. Voilà. Et cette autre méthode, on va prendre l'Algérie comme laboratoire d'essai. On va tester, si Total vient en Algérie, ils vont tester différentes méthodes et ils espèrent qu'un jour ils vont trouver la bonne méthode. Avec en plus le fait que, étant donné qu'eux possèdent la technologie nécessaire pour la fracturation que nous n'avons pas, malgré ce que peuvent raconter différents responsables algériens, et donc ils vont vendre leur technologie à un prix très cher. Et l'Algérie va payer non seulement la technologie, mais elle va payer l'enseignement que vont tirer ces compagnies de l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. C'est les Benouari, c'est vous qui êtes dans ce monde. Le danger d'exploitation du gaz de schiste aujourd'hui, dans les conditions actuelles, la mise en péril des nappes d'eau albiennes, qui est la seule ressource à long terme qui garantit la pérennité de l'État. Si demain tout va mal, eh bien l'Algérie pourra utiliser ces nappes d'eau immenses, d'eau douce, pour développer une agriculture et survivre. Donc c'est une question de survie pour le pays à long terme. Mais permettez-moi d'opposer ce gaz de schiste ou de me demander pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord pensé à une autre ressource qui est abondante au Sahara, qui est le solaire. L'éolien et le solaire. Ouais. C'est un enjeu capital dans beaucoup de pays. Et pourquoi ça n'a pas été envisagé? C'est inexplicable. Pour moi, c'est la conduite irresponsable de nos dirigeants. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce de l'ignorance? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de feuille de route. J'utilise le mot. Parce que ceux qui donnent des injonctions d'autres capitales. Être responsable, c'est répondre de quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Quand on ne répond pas de ses actes, ni devant son peuple, ni devant personne, on est ce qu'on appelle irresponsable. Donc je pense que c'est une conduite irresponsable. Tous les pays cherchent à diversifier leurs sources d'énergie, en pensant d'abord aux énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, la géothermie, etc. Tous les pays ont fait quelque chose dans cette direction. Le seul pays où il n'y a rien, on n'a pas 1 kWh d'origine autre que hydrocarbures, c'est l'Algérie. C'est quand même un paradoxe, c'est quand même un immense questionnement. Bien entendu, il y a beaucoup de pays qui sont limités du point de vue solaire. Ils essayent quand même. En France, on exploite l'énergie solaire comme l'énergie solaire. Nous sommes encore plus dotés par la nature. Nous sommes quand même. En France, on exploite l'énergie solaire comme l'énergie solaire. Nous sommes encore plus dotés par la nature. Nous sommes gâtés par la nature, puisque nous avons, il y a eu ce projet de centaines de mégawatts d'électricité d'origine solaire, le fameux projet Desertec qui devait servir à alimenter l'Europe en énergie. Eh bien, comment expliquer aux Algériens, et notamment aux populations du Sud, qui se soulèvent contre cette politique irresponsable relative au gaz de schiste, comment leur expliquer qu'on n'ait pas pensé utiliser l'énergie solaire? Alors que je rappelle que les journées d'ensoleillement, c'est un critère en Algérie, sont les plus importantes, les plus élevées dans la région méditerranéenne. Bien sûr. Les techniques, en plus, il faut rajouter à cela que les technologies en matière de photovoltaïque, etc., sont éprouvées et en amélioration constante. Les rendements, aussi bien pour l'énergie solaire que pour l'énergie éolienne. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de grandes hélices pour fabriquer. On peut fabriquer beaucoup plus d'énergie avec quelque chose de beaucoup plus petit. C'est inexplicable. Mais je pense que c'est un peu le rôle de tous les politiques, de tous les journalistes, c'est d'alerter, d'informer. Alors alertons et informons qu'il existe une source beaucoup plus abondante, moins chère, plus sûre. Donc, nous avons déserté ces sources d'énergie renouvelables pour aller vers une énergie non renouvelable, mais qui en plus risque de tuer le Sahara. Absolument. Donc c'est une véritable question politique qui se pose et je fais beaucoup de complications, mais je crois qu'on reviendra mieux pour que les gens comprennent. C'est très intéressant. Mais donc, si on fait la prévision comme ça sur un an à ce régime de déficit de balance des paiements, on va arriver pratiquement à un début de déséquilibre de la balance des paiements d'ici 6 mois à 8 mois. Pourquoi? Parce que les importations
sont très fortes, Oui. et qu'il n'y a aucune politique pour les diminuer. On parlait de l'eau tout à l'heure et de l'agriculture. On n'imagine pas de capacité aujourd'hui, c'est une honte, de l'Algérie de produire elle-même plus de produits agricoles. Oui. Donc, il n'y a pas de possibilité de baisser les importations. Et il n'y a pas de possibilité politique de baisser les importations, parce qu'il n'y a pas de gouvernement courageux pour dire ça suffit. Ça suffit ne serait-ce que le gaspillage, ça suffit les voitures, etc. Bon, je ne vais pas noircir le tableau. Non, mais c'est vrai, ils sont en train d'acheter la paix sociale. Enfin, on connaît notre culture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, théoriquement, de ce qu'on appelle les réserves, je ne sais pas, de quelque chose 100 milliards, qu'on ne peut pas tirer, mais on va l'expliquer un peu mieux, aussi facilement qu'on le fait croire aux Algériens. Ces réserves, c'est du papier. Oui. Et c'est du papier américain. C'est pas des réserves au sens où un arabe ou un musulman le comprend. C'est pas une contrepartie d'une réalité algérienne. C'est du papier qui se trouve là-bas et dont on fait ce qu'on peut. Bon. On peut pas aller dire bonjour monsieur le banquier, je veux l'argent. Non, ça se négocie. D'accord. Ça se négocie et ça se paye, tu payes un prix. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ce n'est pas facile. Il est possible qu'en matière de trésorerie, il y ait des moments où on ne peut pas tirer de l'argent de ce côté-là alors qu'on est obligé de payer les importations. Ça veut dire à ce moment-là qu'on va ouvrir des lignes de crédit. Et si on ouvre des lignes de crédit, ne serait-ce que transitoires, on va les ouvrir au plus fort taux du monde. Auprès de qui c'est des banques. Des banques étrangères. FMI entre autres. Ben oui, non, les banques, les simples banques commerciales. D'accord. On va ouvrir pour acheter des céréales, pour acheter du lait, pour acheter des voitures, pour acheter je ne sais pas quoi. D'accord. Ces banques-là vont nous faire appliquer les taux les plus élevés du monde. Parce que nous sommes le plus grand pays à risque imaginable aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans. Donc même si on a... Justement, compte tenu de ces risques, est-ce qu'ils vont nous prêter? Bien sûr qu'ils vont nous prêter, ça va. D'abord, est-ce qu'ils vont nous prêter ce dont on aura besoin? Il viendra dans l'explication. Oui. En gros, ils en auront besoin. Mais seulement, ce sera difficile et de plus en plus difficile. Bon. Je présume. Ça veut dire de 3 mois à 20 ans. Le Trésor américain fait des aides d'éducation, oui. J'allais dire quotidiennes, donc ou hebdomadaires, oui. Pour payer ses fonctionnaires, pour payer ses dépenses. Comme sur une base annuelle, il fait un déficit qui a atteint jusqu'à 1000 milliards de dollars, eh bien, il ne va pas attendre l'année et la fin de l'année pour emprunter. Il emprunte tous les jours par émission de bons du Trésor. Et le Trésor américain et les États-Unis seraient en faillite depuis longtemps si tous les jours la Chine, le Japon, l'Algérie ne souscrivaient pas à ces émissions de bons du Trésor. Donc l'étranger finance l'Amérique et nous aussi, nous finançons l'Amérique. Sauf que nous n'avons rien d'autre que nous sommes beaucoup plus vulnérables parce que nous avons moins d'argent que la Chine ou le Japon et nous sommes essentiellement en bons du Trésor américain et en dollars. Il faudrait d'ailleurs que la Banque centrale, mais ils ne le font pas. Il faudrait peut-être leur demander d'afficher, d'informer la population et de dire voilà les 100 ce qui reste, parce que je ne suis même plus sûr qu'il y a 193 milliards. Ben justement, je voulais vous poser la question. Normalement, avec les intérêts, même si tant qu'on n'a pas de déficit, chaque année les réserves de change devraient augmenter. Or déjà ça fait qui a circulé ces derniers jours. On parle de la disparition de 8 milliards de dollars. Alors ça fait déjà au moins 2 ans que les réserves de change n'augmentent pas, alors que le prix du pétrole n'arrête pas d'augmenter. Alors que officiellement il y a un excédent, il y avait des excédents. Pourquoi les réserves de change n'ont pas augmenté proportionnellement ou à proportion des excédents qui ont été faits ces 2 dernières années? Moi je ne comprends pas. Est-ce à dire que nous avons des taux négatifs? Combien rapportent ces bons du Trésor américains ou européens? Il faudrait peut-être que pour répondre à cette méfiance, à cette défiance, que la Banque centrale affiche
la répartition des réserves de change par monnaie et par type de placement. Et par durée. Combien en dépôt bancaire à 1 semaine, combien en dépôt bancaire à 3 mois. C'était l'usage, de 1 jour à 3 mois. Ah, ça a été quand même l'usage. Le même régime. Non. Toutes les banques centrales doivent placer court pour répondre à d'éventuels besoins de balance des paiements pour ne pas être pris de court en place à court terme et liquide. Donc c'est toujours le rendement liquidité-sécurité. Les banques centrales ont toujours été conservatrices. Rarement elles n'ont placé à long terme et en bons du trésor de quelque pays que ce soit. Si pas ce qui peut se passer, mais l'Iran, l'Irak, beaucoup de pays ont eu à avoir leurs réserves gelées, leurs avoirs gelés, n'est-ce pas? Et il n'y a qu'un État dans le monde qui est capable de geler les avoirs d'un autre État, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc moi, si j'avais été à la place des décideurs, j'aurais introduit cet élément dans les paramètres de choix. Mais ça veut dire, vous voulez dire que finalement ces réserves de change ne sont pas un bas de laine qui à côté, alors, dont on pourrait éventuellement c'est un bas de laine, bien sûr, c'est un bas de laine. Ouais, mais le bas de laine, le bas de laine, si vous, quand on a une politique imprévoyante, ce qui est le cas, eh bien, on va taper dans le bas de laine. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pour répondre à votre question sur les 8 milliards de dollars, personne ne comprend ce que ça veut dire. Là, celui qui a posé cette question, je ne vais pas le nommer ici, mais je pense que la question est légitime. Moi, j'ai la réponse. Je crois l'avoir. Moi, je crois que c'est tout simplement une diminution des réserves de change par suite du déficit de la balance des paiements dont je parlais. Nous sommes entrés dans les déficits. Ça veut dire que c'est une diminution par rapport à ces taux d'intérêt. Non. Pas une diminution. Non, taux d'intérêt, c'est pratiquement zéro. C'est pas l'argent qui a été soustrait. Je ne crois pas. Mais la charge, comment dirais-je, c'est aux autorités d'apporter la réponse. C'est à eux de dire non, rassurez-vous. C'est à eux de rassurer la population et de dire cet argent n'a pas été volé, cet argent est toujours là, mais voilà, nous avons dépensé plus et nous avons été obligés, plus qu'on a encaissé, de puiser là-dedans. Je pense qu'ils ne répondront pas, parce que répondre déjà à la question, ce serait admettre l'échec de leur politique. C'est aussi une maladie. Je sens que vous... D'abord, il y a tout un tas de compagnies qui vont disparaître. Deuxièmement, ce fameux pétrole de schiste, c'est une bulle, ce n'est pas une réalité. C'est une bulle qui n'a existé que parce que l'administration américaine l'a voulu et elle a adopté une politique financière pour la favoriser. Il y a quelques jours, il y a un contrat qui a été passé pour la réactivation d'un projet de transport de pétrole extrait des schistes bitumineux du Canada, de l'Alberta jusqu'au Texas. Alors on va faire un oléoduc qui fait 2000 km de longueur pour transporter un pétrole qui est extrêmement difficile à extraire et à traiter. Ce qui veut bien dire tout simplement que les États-Unis ne sont pas l'exportateur de pétrole qu'ils ont bien voulu dire pendant ces dernières années, comme quoi ils étaient devenus l'exportateur de pétrole. Donc, avec en plus de ça, le fait, pour revenir à la question des prix, qu'entre-temps, probablement qu'il va y avoir des pays, je ne sais pas trop lesquels, mais des pays membres ou non membres de l'OPEP, qui, parce que, voyant leurs recettes chuter du fait de la prise de la baisse des prix du pétrole, vont commencer à brader leur pétrole de manière à compenser la chute par des quantités plus importantes. Les besoins pour ce qui est de l'importation, dont parlait Ali tout à l'heure, sont de l'ordre de 75 à 80 milliards de dollars. Or, avec un prix du baril, on arrivait tout juste à boucler le budget avec des prix du baril qui, dans le courant de l'année 2014, oscillaient entre 90 et 72 dollars. Le 27 novembre, le jour de la réunion de l'OPEP, le baril de pétrole était à 72 dollars. Donc déjà, avec ça, on bouclait difficilement le budget. D'après les quelques informations que j'ai, probablement les financiers le savent mieux que moi, mais déjà on a pioché dans ce bas de laine dans le courant de l'année 2014. Entre les chiffres que je connais, c'est entre 6 et 10 milliards de dollars que l'on a déjà puisé là-dessus. Compte tenu des estimations qui se font dans le milieu pétrolier, pour l'Algérie, elle aura besoin mensuellement au minimum de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars pour pouvoir tenir le coup au rythme actuel. Alors, ça vous fait une cinquantaine de milliards par an.
si le bas de laine est de l'ordre de 180, bon ben ça fait grosso modo 3 ans. Pendant 3 ans, on pourra tenir le coup dans la mesure où on peut... Au rythme des importations actuelles, mais oui. Ensuite, il y a les subventions. Les subventions, oui. Donc tout ce qui touche à la consommation, tout ce qui touche en subvention tout et n'importe qui, le riche comme le pauvre, paye au même prix la baguette de pain, le litre d'essence, etc., qui sont à des niveaux incroyablement bas. Les transferts sociaux représentent 25% du PIB, dans les 50 milliards de dollars. Et donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, en tant que ministre des Finances, je serais également tenté de réduire le budget des transferts sociaux, c'est-à-dire les subventions, directes et indirectes, en essayant de cibler, de reporter, ou plutôt de privilégier les bas revenus, les gens qui sont dans le besoin, en disant tout ce qui bénéficie aux riches, aux gens aisés, oui. Eh bien il va falloir rogner là-dedans. Oui. Ça veut dire toute une politique, une nouvelle politique de subvention. Oui. Vous avez entendu parler de cette politique? Pas moi, non, elle n'existe pas. Et donc ils vont continuer. Elle est tout simplement inimaginable. Alors, j'ai donc imaginé... Inenvisageable. Alors, j'ai imaginé que finalement, ce qu'ils vont faire, c'est peut-être ce qu'ils ont fait, je n'ai pas suivi ces dernières semaines, c'est les investissements. Voilà, ce qui ne se voit pas. Qui ne se voit pas. Et ces investissements, même si on investit surtout dans des infrastructures, donc peu créatrices d'emplois, peu structurantes, c'est pas des industries industrialisantes, c'est beaucoup de gaspillage, on le sait, mais parmi tout le chapitre des investissements, j'imagine qu'ils vont trouver des secteurs, parce que c'est silencieux, on n'en parle pas, ils vont peut-être rogner là. Ce qui n'est pas la plus intelligente des décisions à prendre, mais je pense que c'est ça. Vous voulez dire quelque chose, je voudrais ajouter une chose quand même, pas pour compliquer, c'est pour dire à quel point il n'y a pas de gouvernement. Je disais parce que voilà, on vient d'illustrer pour la fiscalité. Moi, ce chiffre, un simple problème, j'arrive même pas à l'assimiler. Un simple problème de subvention qui consiste à tirer une conclusion normale. On va augmenter les impôts pour les riches. Bon, imaginez-vous dans le climat politique actuel. Mais, alors, je vois les investissements. Ce n'est pas facile d'enlever les gros projets. Je vais vous dire pourquoi. L'Algérie est un pays de corruption. Pourquoi on n'a pas de soleil tout à l'heure? Parce que les projets sont petits. Voilà, ça ne rapporte pas de la commission. Et l'autre projet, c'est de grands projets. Voilà les grandes discussions. Voilà. L'armement, par exemple, l'armement rapporte. Aujourd'hui, vous dites, j'enlève les autoroutes. Ces autoroutes ont des noms de personnes qui sont au pouvoir. Le ministre des Finances ou le ministre du Transport est-il capable de leur dire ça suffit, vous n'aurez pas vos projets? Ça veut dire que c'est comme s'ils mettaient la main à leur poche. Donc c'est une autre complication. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui en train d'imaginer que ce pays a besoin de gouvernement, lequel gouvernement a un plan, lequel peut voir à 5 ou 10 ans. Mais là si on dit ça, nous sommes complètement irréalistes. Et nous sommes ne vont pas accepter une partie. Et nous sommes hors sujet. Nous sommes hors sujet, carrément. Il n'y a plus les cadres nécessaires. Et il n'y a plus de gouvernement capable de tenir un plan. Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui des ministres réunis ensemble autour d'un organisme de planification quelconque et qui suivent cette discipline? À ce sujet, justement, il ne nous reste plus malheureusement